L'actualité nous entoure et même ma présence sur ces plateaux pourrait constituer une actualité. Nous allons exploiter le contour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Dans ces magazines entretien de cet après-midi, je reçois M. Mayanga Nduna, qui est un Congolais, un politique, un analyste, un monsieur qui est passionné par son pays. Il vit loin de la République démocratique du Congo, mais à travers plusieurs voyages, il revient dans son pays pour dire que son cœur a toujours été ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes aujourd'hui, on peut dire, vous avez un parcours politique, un parcours d'homme d'affaires, un parcours d'homme de contact. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à travers les élections qui se sont passées en République démocratique du Congo, qu'on est fier aujourd'hui de ces pays, on est fier de la démocratie que certains disent qui n'est pas encore totalement installée ici au Congo? Oh, merci pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, personnellement, il y a eu un moment où je me posais la question, qu'est-ce qui fait la fierté d'être Congolais? Ok. Je me disais, les gens disent qu'il y a le cuivre, le coltan, l'or et tout, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme une personne qui naît avec une certaine beauté et ne fait rien de plus par la suite. Donc pour moi, c'était une préoccupation que j'avais. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il y a eu comme transition, passation de pouvoir et élection organisée par un parti au pouvoir qui a en fait eu son candidat à lui, mais c'est l'opposition qui remporte ces élections. Avec tout le parcours politique congolais et tout notre passé, d'un coup, je me suis retrouvé être très fier d'être Congolais. C'était quoi l'état d'esprit que vous avez eu en ce moment-là, quand vous avez vu cette passation de pouvoir pacifique? C'était quoi l'état d'âme que vous avez eu en ce moment? D'abord, commençons par la victoire du président Félix Tshisekedi. C'était un moment où les larmes ont presque coulé. Vous étiez au pays ou en Afrique du Sud? J'étais en Afrique du Sud. Ma fille a pleuré ces jours-là. Okay. Mon fils était rempli de joie. Il est encore tout petit. Alors, ils m'ont embrassé parce qu'ils savent que papa, de temps en temps, il se déplace pour cette histoire. C'était ça son combat. C'était que le Congo change un jour. Ça nous a coûté ici et là, les temps de famille, aussi du côté financier, mais on ne tenait pas compte de cela. Aux petites heures du matin, j'imaginais que vous vous attendez à ce que le lendemain il y ait contestation. Oui. Ce jour-là, alors que la CENI annonçait les résultats, vous vous disiez, voilà, on va encore nous escroquer une fois de plus. Il y avait ces sentiments-là? Il y avait ces sentiments, on s'est préparé quelque part. Il y a eu même certains d'entre nous qui se sont dit, du moins on aura un changement. Même si ça sera quelqu'un du camp du pouvoir d'antan, du moins on aurait eu ces petits changements dont on a rêvé. Mais ce qui est arrivé, c'était un miracle. On n'en revenait pas. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. Les amis sont arrivés à la maison, c'était la fête, j'ai même pas travaillé pendant plus ou moins une semaine et c'était la grande fête pour nous. C'est vraiment une opportunité qui a fait qu'on devienne quelque part fiers d'être Congolais parce que ce qui s'est passé ces jours-là, on n'a pas dans tous les pays, surtout de l'Afrique centrale et le monde francophone. Mais cette fierté ne va pas quand même se limiter au fait qu'on a changé de président, il y a eu alternance, passation pacifique de pouvoir, mais vous vous attendez encore à quoi aujourd'hui en tant que Congolais, et beaucoup plus avec un regard un peu de l'extérieur? On s'attend au changement de la façon de gouverner, premièrement. On s'attend à ce que, lorsque le président a prêté serment, cette chanson-là nous revient en tête tous les jours aussi. Le peuple d'abord, et que ce peuple demeure d'abord les responsables de ces pays. Quand on vous choisit pour une fonction quelconque, donc vous n'êtes qu'un serviteur. Il faut que ça demeure dans nos têtes et que le peuple doit l'interniser aussi, quelque part. Je ne sais pas si c'est le correct terme. Je vois, nous naviguons entre votre anglais voilà, qui vient se joindre au français. Nous vous comprenons en fait. Donc ça doit venir de l'intérieur du peuple. Il doit le comprendre que c'est moi le chef. Mais il ne faut pas que ça se limite qu'au niveau des slogans. Mais là, vous vivez une autre réalité. En Afrique du Sud, en Occident, la réalité part du plus bas. Le peuple exerce son pouvoir dans des quartiers, dans des communes, alors qu'ici, l'avantage est plutôt donné aux élections présidentielles, provinciales et législatives. Est-ce que ça n'est pas une manière aussi de laisser le peuple un peu loin?
Parce que la présidence est quand même trop loin du peuple. C'est trop loin du peuple, c'est vrai. Mais quelque part, tout est question de volonté. Aussi longtemps qu'il y a la volonté politique qui se manifeste sur terrain. Moi, j'étais surpris à arriver ici. Le petit peuple dont nous parlons, j'arrive à l'aéroport et c'est tout le monde qui évitait de commettre des erreurs, comme dans le passé. On nous a quand même traités quelque part comme des citoyens respectables arrivés à l'aéroport pour une fois dans ma vie. Donc, et même quand nous conduisons, ce que j'ai aimé une fois, j'étais avec mon conducteur, il commet une petite erreur, il conne un conducteur de combi, taxi. On appelle ça taxi, je pense. Oui, taxi-bus. Taxi-bus, oui. Et le conducteur qui descend, il nous dit, non, nous sommes maintenant en état de droit. Et c'est votre faute, la faute est au niveau de votre chauffeur. Et patron, il m'appelle patron, vous devez essayer de résoudre ces problèmes parce que nous sommes maintenant dans un état de droit. Je l'ai regardé, ça a rempli mon cœur de joie. Je ne savais pas d'où l'erreur est venue. J'ai demandé au chauffeur, allons-y seulement. Et on a pris le numéro de ces conducteurs-là. C'est cet état d'esprit que nous avons. Donc, qui dit, bien que nous nous concentrons vers le président, mais c'est au président aussi de savoir jouer cette transition-là. Parce qu'il n'est là que pour le peuple et de faire asseoir cette façon-là de faire. Donc on joue un jeu de la pyramide qui est plutôt, qui commence par les sommets vers les bas. Parce que les gens doivent beaucoup encore apprendre en termes de démocratie et de fonctionnement de l'État. Donc c'est pourquoi je disais que ça peut aussi commencer de la tête, comme ça a commencé de la tête avec le président, le feu Kabila. Lorsqu'il est arrivé, au départ, on ne comprenait pas sa politique, mais avec le temps, nous avons compris. Et ça a beaucoup changé en termes du comportement de la population et tout ça. Donc c'est de cette façon-là que je vais proposer à l'équipe actuelle de faire les choses un tout petit peu si nous voulons avancer de l'avant. Aujourd'hui, l'actualité nous parle de la grâce présidentielle avec 700 prisonniers politiques et détenus d'opinion qui vont dans quelques heures retrouver leur liberté. Comment vous avez perçu cet aspect, cette décrispation politique amenée par Félix Tshisekedi à travers cette mesure de grâce présidentielle? Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de débouches se sont taises parce qu'il y a des gens qui se disaient que non, c'est comme si Félix n'était pas au pouvoir, c'est pas lui qui gérait le tout. Mais déjà, les 10 jours ont quand même déçu beaucoup de Congolais. Quand il dit dans 10 jours, et on a attendu jusqu'au 11e jour pratiquement pour qu'on voit cette mesure, ça fait douter beaucoup de personnes aussi. Je pense que c'était plus question d'interprétation. Lui a parlé de prendre des mesures dans 10 jours. Et le 9e jour, nous l'avons vu avec le président de la CENSA, M. Olenga Nkoyi. C'était donc... en fait, c'était une façon de dire que je prends déjà des mesures. Donc une procédure qui devait s'étendre dans le temps. Une procédure qui devait commencer dans 10 jours. Ce n'était pas qu'il devait libérer les prisonniers politiques dans 10 jours. C'est juste question d'interprétation. Ok. Et aujourd'hui, il y a cette décrispation qui arrive, mais en même temps, il y a aussi un élément social. C'est que beaucoup dans la rue disent, oui, Firmin Yangabi, ce n'est pas un problème, Franck Diongo, ce n'est pas un problème, mais Diomi Ndongala, on les libère aujourd'hui alors qu'il a été condamné pour viol. Alors, quel sera les regards de cette famille, de ces deux filles violées? Comment vous interprétez ça? Qui est un politicien, pour beaucoup, c'était un jeu du pouvoir pour l'amener en prison. Oui. Pour d'autres aussi, on a dit, mais tiens, il a commis réellement ces fautes-là. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle. Vous, en tant que Congolais aussi, comment vous allez percevoir ce genre de choses? Étant Congolais, d'abord, ce qui est vrai que dans nos têtes, nous savons tous que Diomi Ndongala, à son âge, il ne pouvait pas violer une telle fille. S'il faut être en fait logique avec nous-mêmes. Donc tout Congolais qui se respecte, qui ne veut pas en fait tordre l'histoire, c'est de son cœur que non, Diomi Ndongala n'a pas commis ces crimes. C'était un montage politique pour juste les rendre silencieux dans sa lutte qu'elle menait auprès du feu président Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, si nous devons quitter les camps de la décrispation politique, quelles sont les grandes actions? C'est bien, le président a annoncé 100 jours d'urgence avec un programme d'urgence. Mais à votre avis, sur quoi encore Félix Tshisekedi devrait vite s'attaquer pour marquer les pas, pour pouvoir changer un peu le Congo, même si on sait qu'en 5 ans, il ne pourra pas tout transformer. Mais sur quoi il devrait aussi s'atteler rapidement? Très rapidement, je dirais que ça doit être sur les bonnes fondations qu'on doit créer nos bases.
il doit commencer par un état de droit, comme ça s'est fait déjà à l'heure actuelle. Ce que j'aime aujourd'hui est que il y a des protestations ici et là, non pas parce que cette population-là a une colère à travers le président, mais c'est plutôt des protestations d'amour. Ils se disent, il y a quelqu'un qui peut nous protéger aujourd'hui. Qui peut nous écouter. Qui peut nous écouter et aussi protéger. Il y a des moments où on vous écoute et puis on vous chasse par la suite. Il n'y a personne qui peut en fait faire cette suivi-là. Donc, on commence d'abord par l'établissement de l'état des droits et puis chercher l'investissement parce que dès qu'il y a l'état des droits, nous pouvons avoir notre sécurité en place. C'est ce qui s'est fait déjà. J'ai vu des engagements qui se sont déjà faits du côté Est avec les pays voisins. Donc, cet apaisement-là, c'est de quoi nous avons. Et la liberté qu'on permette à chacun de nous de s'exprimer. Ça se passe partout au monde. Lorsque vous êtes un homme public, il faut permettre à ce qu'on vous critique. C'est plus comme dans le passé où on avait un air installé un peu partout, où personne ne pouvait parler politique en place publique. Et c'est ce qui, en fait, ce sont des petits éléments, mais c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait une forme de confidence dans un État et facilement on aura des investisseurs pour maintenant créer les emplois. Mais en même temps, en vous écoutant, c'est comme si vous basez le tout sur un aspect moral aussi du Congolais. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on sent que si ces pays n'avancent pas, tout le monde dans nos rues le dit quand même, c'est parce que le Congolais n'aime pas son pays et que le Congolais n'aime pas son frère. Oui. Partagez-vous ces points de vue? Moi, je pense que beaucoup de choses, la mentalité en fait, le comportement, ça ne dépend pas quelque part des nationalités. Ça dépend plus, je pense, des conditions économiques. Il y a des gens que j'écoute qui disent « Ah, les blancs et l'homme ». Ce n'est pas question d'un blanc ou d'un homme noir. C'est plus question des conditions économiques. Vous allez dans un pays comme la Yougoslavie, où il y a les blancs qui souffrent, vous verrez ces blancs se comporter quelque part comme aussi des Africains quelque part. Vous allez peut-être quelque part, disons en Afrique du Sud, vous verrez aussi des Noirs se comporter quelque part en mieux que peut-être les Noirs qui sont dans des conditions les plus malheureuses. Alors l'homme congolais est un problème, mais je pense qu'il y a des engagements. Il y a des Congolais comme nous autres, étant patriotes, qui doivent, nous ne sommes pas les seuls, mais on doit en fait essayer d'activer ces genres d'individus qui peuvent quelque part faire en sorte que nous influençons les restes des Congolais de façon à aimer aussi notre pays. Et c'est ce qui a fait que vous créez aujourd'hui la plateforme des patriotes engagés? Exactement. En fait, c'est ma plus grande préoccupation à l'heure actuelle. Les patriotes engagés, quand je suis arrivé ici au Congo, je suis rentré, la première fois que je ne sois revenu, c'était après 20 ans d'être à l'extérieur. Alors, j'ai senti qu'il y avait un manque de patriotisme, quelque part. C'est tout le monde, en fait, qui voulait aussi quitter son pays. Oui. Donc, il n'y a personne qui fait quelque chose pour y demeurer. C'est un problème. J'ai un ami qui a embauché plus ou moins 20 personnes. Et son souci, lorsque nous communiquions, c'était d'aller au Canada. J'ai dit, mais je pense à sa place. Il avait 3 véhicules, embauché 20 personnes. Et lui-même, le leader, pensait déjà fuir le pays. Je me dis, ça c'est un problème. C'est minuscule, une personne, oui, mais c'est plus ou moins la vision de tout un peuple. Si on le met à l'échelle de 100 000, voilà, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui. Donc d'un coup, je me dis qu'il faut apprendre à notre population qui est restée sur place que le Congo n'est pas l'enfer, pour commencer. Et on peut aussi essayer de faire mieux, mais étant patriote. Et vous allez réussir comment? À transformer votre monde, faire de ce monde des patriotes très engagés. Vous allez réussir comment? À travers cette plateforme. Ce que nous disons aux gens, c'est d'être patriote. Patriote, c'est quelqu'un d'abord qui aime ce pays, son pays. Mais ça ne se limite pas qu'à l'amour du pays. On s'est dit on doit être engagé. Parce que l'amour, ça peut se limiter au cœur. Engagé dans le sens du travail que vous faites. Donc on doit se dire, tout un chacun de nous doit se dire, qu'est-ce que j'ai fait quelque part pour mon pays? Quel apport j'ai apporté? Je vous donnerai un exemple, commençons par moi-même. Oui. Il y a des choses que nous pouvons faire étant individus, mais qui peuvent aussi produire des résultats auxquels personne ne peut s'y attendre. S'il y a eu rencontre de l'opposition à Pretoria, oui, ça a commencé par moi qui est devant vous ici.
Racontez-nous la petite histoire. Bon, c'est la petite soirée que... de l'autre côté, depuis 2004, on a créé une plateforme qu'on appelle la conscience congolaise pour le renouveau. C'était aussi question de conscientiser les gens qui étaient loin de leur pays, de ne pas oublier qu'il y a nos frères qui sont de l'autre côté, qui ont besoin de notre apport aussi quelque part. Alors, par la suite, j'ai été aussi créé la plateforme qu'on appelle Tshisekedi for President. Donc, on a lancé des actions pour soutenir la candidature du feu Tshisekedi. Étienne, oui. Étienne Tshisekedi. Et puis, par la suite, avec la venue des combattants qu'on ne pouvait plus contrôler, on s'est dit qu'on ne peut pas faire les actions de la rue ici parce que ça ne compte en rien. Et moi et quelques amis, nous nous sommes décidés de pouvoir voir les dirigeants sud-africains parce qu'ils ont beaucoup à dire dans ce qui se passe au Congo aussi. Alors, de temps en temps, nous allions dans les parlements sud-africains pour échanger. On cherchait des audiences ici et là pour pouvoir, en fait, exposer la chose congolaise. Nous sommes allés voir le conseiller du président, c'était l'année passée, je pense vers le mois de mars, pour qu'il nous assiste en faisant passer notre message auprès du président. Parce que de l'autre côté, chez nous, les Sud-Africains ne s'occupent pas trop de ce qui se passe dans d'autres pays africains. Alors, après avoir exposé la chose, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a interpellés par la suite dans son bureau. C'était moi et un ami. Nous sommes allés, on lui a donné des contacts, des gens qu'il fallait qu'il vienne voir ici parce qu'il s'est décidé de venir sur terrain et écouter les leaders politiques. Alors, nous avons fait la recommandation de l'UNC. Il devait voir le secrétaire général de l'UNC. Il s'est vu avec le secrétaire général de l'UDPS et le MLC et l'ensemble. Parce que nous, dans le temps, il y avait ces forces-là qui, en fait, avaient les poids politiques. Et après cela, après cette rencontre, il les a invités à Pretoria. Et la conclusion de cet accord devait se faire en Afrique du Sud. Mais il y avait mécontentement de la part du gouvernement congolais dans le temps. Et puis il s'est dit que non, ça se fasse dans un autre pays africain. Donc quelque part, je disais, c'est nous qui avons initié. Donc qu'est-ce que ça demande, ce genre d'activité? C'est question juste de patriotisme, un peu de sacrifice. Voilà, quelque chose peut aboutir. Au-delà, je vais ajouter un truc rapidement. Allez-y, oui. J'ai conduit une délégation aussi des parlementaires en octobre de l'année passée. C'était des mêmes aussi. Nous sommes allés faire l'exposé des conditions des droits de l'homme, les marches qu'il y a eu des catholiques et les marches des partis politiques, comment est-ce qu'on traite des prisonniers politiques ici. Et l'organisation, en fait, l'exposé a été fait devant des parlementaires qui sont venus de partout au monde. Hein. Les Américains, il y avait les British, les Anglais, et puis c'était plus des francophones, des anglophones qui étaient là. Et certains des pays africains aussi, mais des anglophones. Alors, cette plateforme, cette organisation, en fait, a pris la résolution d'essayer d'assister le Congo. C'est pourquoi j'ai conduit cette délégation en octobre de l'année passée pour qu'on se rencontre avec tous les candidats présidents aux élections de décembre de l'année passée. Mais en même temps, vous avez travaillé, on peut dire, à votre manière pour qu'il y ait démocratie, alternance dans ces pays. Mais est-ce que ce mouvement doit s'arrêter là ou aujourd'hui, en tant qu'aussi membre de cette diaspora et patriote, vous devez maintenant faire le mouvement en matière économique et d'investissement? Puisque vous croyez en ce Congo actuellement, est-ce qu'il y a lieu maintenant de faire venir toutes ces forces économiques vers son pays? Oui, il y a déjà. Merci pour la question. Il y a une plateforme comme telle que nous avons qui, en fait, à l'heure actuelle, est en contact. Il y a des amis qui sont restés. Ils sont en contact avec les investisseurs de l'autre côté, les fermiers. C'était la semaine dernière, il y a eu une rencontre où les amis ont exposé ce qui se passe aussi de ce côté ici. Donc, il y a vraiment cette vibration-là de notre côté que les investisseurs viennent au pays. Mais voilà, les investisseurs vont venir, alors qu'on dit toujours que dans ces pays, le climat d'investissement n'est pas très bon. Quel conseil, je vous laisse face à la caméra, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à Félix Tshisekedi pour tous ces investisseurs qui veulent venir au pays? Qu'est-ce que vous lui diriez comme conseil face à la caméra? Merci. Comme conseil à Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo que nous respectons, ce qu'il doit faire, c'est de faciliter, premièrement, les conditions d'investissement. Il doit mettre de côté
tout cela qui demande l'argent de corruption. Ça dérange. Des commissions. Des commissions. Justement, oui. Tout cela, qu'ils soient congolais ou étrangers, doivent être mis de côté. C'est ainsi que nous allons créer l'emploi pour la population sur terrain. Donc, il y a beaucoup à faire. Je reviens un peu à toute cette conversation que nous avons. Le problème réel du Congo, c'est au niveau de la morale, apparemment. On n'est pas très patriote. La corruption, ça touche quelque part celui qui n'aime pas son pays. La corruption détruit les investissements. Voilà. Donc, tout le problème du Congolais, c'est vraiment au niveau moral. Au niveau moral, absolument. C'est au niveau de la tête. Et tout a été répandu aussi. Si ça a été répandu à ce niveau, c'est à cause de l'impunité. Oui. Ce qui nous anime, nous autres, aujourd'hui, je me dis que je ne me sacrifie pas en vain. Quelque part, lorsque vous suivez le DIRCAB, même à la télé, il y a eu déjà suspension de certains directeurs et PDG. Oui, déjà, il y a même un ministre, le ministre des Affaires foncières, qui vient d'être suspendu. Donc, il dit qu'aujourd'hui, ça ne sera plus comme hier. Moi, j'ai dit aux gens, donnez même une année. Je sais que c'est très peu de temps, mais en une année, nous verrons ce pays déjà démarqué de là où il est aujourd'hui. Parce qu'il y a cette vibration-là que j'ai ressentie. J'étais ici au mois d'octobre, ce n'était pas la même vibration que j'ai ressentie. Je sais qu'il y a un problème. Les challenges, il y en aura toujours. Les défis, bien entendu. Oui. Il y en aura. Partout au monde, il y a des défis. Mais ce qui est vrai, je sens l'essence de l'État à l'heure actuelle. C'est de quoi nous avons besoin. Je sais que quand je me sacrifie, ce n'est pas pour que quelqu'un vole mon argent quelque part. Ce n'est pas pour que quelqu'un utilise mon argent comme un bien privé quelque part. C'est pour faire avancer notre nation à tous. Donc, ce qui fera, en fait, qu'il y ait une forme d'énergie positive qui va vraiment propulser ce pays le plus tôt que nous puissions le penser. En même temps, j'ai en face de moi un Congolais de la diaspora, mais aujourd'hui, la diaspora semble, et beaucoup plus cette diaspora en Europe, semble être très loin des réalités. Cette diaspora est versée dans une opposition éternelle. Félix Tshisekedi est là, on dit que ce n'est pas lui, nous voulons Fayoulou. Mais cette diaspora-là, elle manque d'informations ou simplement vous avez une idée mal entretenue du Congo à l'étranger pour voir de telles réactions aujourd'hui? Je pense que l'information est mal entretenue, mais quelque part, moi personnellement j'ai été attaqué par cette même diaspora, comme on l'a dit. C'est pas physiquement, je dirais, c'est mon véhicule, on a crevé en fait le pneu, et puis un autre véhicule, le vitre arrière a été cassé. Je sais que c'est des gens qui aiment le pays quelque part, ils se soucient de ce pays, mais c'est l'information qui passe très mal. Il y a notre, par exemple, je vous donnerai un exemple, un papa qui sait convaincre, qui sait parler, mais lui-même interprète très mal l'information. C'est déjà un problème. C'est un problème. Là, je parle de notre papa Ngwanda. C'est une personne que nous respectons, dont nous avons vu travailler, il est intelligent, il a de l'expérience, et d'un coup, il y a quand même un nombre de Congolais qui le suivent. Et le voir faire des déclarations au même titre d'égalité que c'est le petit peuple, tout le monde qui se réveille de sa maison, qui a l'accès à l'Internet, qui peut passer n'importe quelle information. Et lui œuvre à ce niveau, il ne sait pas comment ça impacte ceux-là qui lui voient en grand. C'est ça, en fait, le problème que nous avons de l'autre côté. Mais je suis content parce que même dans la diaspora, j'échange avec beaucoup de gens qui ont été extrémistes. Parce que l'inquiétude était quoi? On nous a passé des messages que le Congo devait être divisé. La balkanisation. La balkanisation. Et tout le monde, suivant même les discours du président Mobutu, le Congo ne sera pas divisé, ça restera un et indivisible. Voilà. Donc tout le monde s'est dit quelque part, on ne permettra pas cela. Et puis les tueries qu'il y a eu à l'Est, ça dérange parce que de notre côté là-bas, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur Internet. Lorsque vous voulez suivre le Congo, vous passez sur Internet. Et tout ce que vous voyez était négatif. Vous avez une journée, vous allez au travail, vous revenez, vous continuez où vous avez laissé la chose. Alors que les gens qui sont sur place, ce n'est pas la même réalité. On voit peut-être qu'il y a un mal quelque part, on oublie, et puis la journée continue, et puis il y a la joie par la suite. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux gens qui sont même restés de l'autre côté, nous sommes dans un monde un peu plus ou moins déconnecté, mais quelque part connecté, comme dans le film Matrix. Voilà. Matrix. Quand vous mourrez de l'autre côté, en vie réelle, vous mourrez aussi. Oui. Mais ce qui se passe dans ce monde n'est pas nécessairement
la correcte information que vous avez de l'autre monde aussi, qui est réelle. C'est plus ou moins ces paradoxes que nous avons de la diaspora et le terrain. Mais ce que je dirais, c'est qu'on doit faire un effort de façon à ce que les leaders d'opinion, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, fassent quelque chose pour aider à véhiculer un message positif. Et ça va balayer tout ça. 2 dernières questions. La première, qu'est-ce que la diaspora congolaise responsable peut en ce moment faire pour soutenir le pouvoir de Félix Tshisekedi? Et l'autre question, votre plateforme, les Patriotes engagés, comment on peut vous retrouver? Les 2 dernières questions. Merci, je commence par l'avant-dernière. Mais je pense que la diaspora à l'heure actuelle ne doit pas toute courir vers l'emploi, chercher l'emploi au Congo. Oui, nous sommes tous Congolais, ils ont bien ces droits. Si quelqu'un pense que non, il a les talents, il a la formation, on pense qu'on peut user de sa connaissance pour faire avancer le Congo, c'est une bonne chose, il faut les faire. Mais sinon, je pense qu'il faut qu'on se focalise plus à l'investissement. Chercher des investisseurs où nous sommes, et aussi nous-mêmes, on peut créer des emplois. Même, d'abord, le fait de venir ici conscientiser le peuple, conscientiser sa famille, ses amis, c'est aussi un apport positif. On ne sait pas à quoi ça va aboutir. C'est ce que moi, je vais en fait recommander à la diaspora de faire. Et pour les patriotes engagés? Les patriotes engagés, comme on a dit, je vais essayer encore de récapituler un tout petit peu. Nous sommes des patriotes, pas comme les autres engagés, parce que nous voulons vraiment que chacun de nous puisse être activement engagé dans le changement du Congo. C'est-à-dire, nous supportons l'administration en place, nous supportons la présidence. En fait, nous supportons le Congo. Parce que si quelque chose va mal au-dessus du Congo, c'est tout le Congo qui souffrira. Et en même temps, nous voulons à ce que nous montrons aussi l'exemple pour dire que nous ne sommes pas ici pour quémander ou pour faire ce que nous appelons le djalelo. S'il y a quelque chose de mal, avec le pouvoir en place, nous allons aussi nous mettre dans tout le respect de droit et pour dire que non, ceci ne va pas. Il faut faire quelque chose pour que ça change. Moi, personnellement, je ne l'ai peut-être pas dit ici, je suis un ingénieur industriel, je travaille aussi comme un efficient expert. Donc, on essaye, avec les moyens des bords, ou peu de moyens, faire à ce qu'on ait un résultat meilleur. C'est comme ça que j'ai œuvré, j'ai réalisé des choses que j'ai réalisées en politique, étant homme d'affaires. C'est avec cette façon-là de faire. Et c'est pourquoi, quand je suis venu ici, dans le cadre des patriotes engagés, j'essaye de faire aussi de même. On n'a pas besoin, on a besoin d'aide, bien sûr, comme tout le monde, mais on ne doit pas que dépendre de cette aide-là pour aller de l'avant, pour aider ou pour servir le pays. Pour nous retrouver, les patriotes engagés, nous sommes sur Facebook, c'est plus facile. Vous allez, vous cherchez patriotes engagés. Nous sommes là, ou vous pouvez passer par moi-même. C'est Mayanga Ndouna au niveau de Facebook. C'est, je pense, que la façon la plus facile de nous retrouver. Oui. Si vous n'êtes pas sur Facebook, sur email, vous pouvez aussi nous contacter. C'est patriote.engagé@gmail.com. Merci, monsieur Mayanga Ndouna. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Nous nous retrouverons prochainement sur nos 2 chaînes de télévision. Au revoir. In der Nacht vor allem an den alten Nachtschläfen.